Marilyn Monroe, née Norma Jean Mortenson, le 1er juin 1926 à Los Angeles et morte le 4 août 1962 dans la même ville, est une actrice, mannequin et chanteuse américaine. Elle se destine initialement au mannequinat avant d'être repérée par Ben Lyon et de signer son premier contrat d'actrice avec la 20th Century Fox en août 1946. Au début des années 1950, elle accède au statut de star hollywoodienne et de sex symbol. Ses grands succès au cinéma sont notamment Les hommes préfèrent les blondes, 1953, 7 ans de réflexion, 1955, ou encore Certains l'aiment chaud, 1959, pour lequel elle reçoit le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie en 1960. En dépit de sa grande notoriété, sa carrière la laisse insatisfaite, sa vie privée est instable, parsemée d'incertitudes. Elle connaîtra notamment des mariages ratés avec la star du baseball Joe DiMaggio, et avec l'écrivain Arthur Millet. Les causes de sa mort à 36 ans demeurent l'objet de vives spéculations: suicide, surdose de barbiturique, assassinat politique, ce qui contribue à son statut d'icône culturelle. Biographie. Ascendance. Les arrière-arrière-grands-parents de Marilyn Monroe sont George Willis Hogan, né en 1823 dans le Kentucky, parents, Zachariah Hogan et Delilah Marksberry, et Sarah Ann Owen, née en 1823 en Virginie, fille de Edward Owen. Ils se marient le 11 mars 1843. Ils ont un fils, Tilford Marion Hogan, et une fille, Marianne, 1844-1930. Les arrière-grands-parents de Marilyn s'appellent Tilford Marion Hogan, 1851-1933, et Charlotte Virginia, Jenny, Nance, 1857. Ils se marient en 1870 et vivent dans le Missouri. Ils ont 4 enfants dont Della, deuxième-née. Les 3 autres enfants sont Dora, Myrtle et William Marion. Della, 1876-1927, fille de Tilford et Jenny, épouse en 1899 un peintre en bâtiment de 10 ans plus âgé qu'elle, Otis Elmer Monroe. Ils partent pour le Mexique travailler dans une société de chemin de fer où on lui avait promis un bon salaire, puis revient en Californie en 1903, pour un meilleur emploi à la Pacific Electric Railway. En 1902, alors qu'ils sont encore au Mexique, Gladys, mère de Marilyn, voit le jour. En 1905, un autre enfant vient agrandir la famille, Marion, 1905. Entre 1903 et 1909, la famille déménage une douzaine de fois, menant une vie précaire et instable. À partir de 1907, la santé d'Otis se dégrade. Hospitalisé en 1908, il meurt en 1909 d'une syphilis neurologique, paralysie générale progressive, contractée à cause des déplorables conditions d'hygiène qu'il avait connues au Mexique où la maladie sévissait de façon épidémique. Il est enterré à Whittier. Della se remarie 2 fois, puis divorce. Elle souffre de soucis de santé. Marion, son fils, se marie avec une camarade d'école. Della meurt le 23 août 1927 d'un arrêt cardiaque. La mère de Marilyn, Gladys Pearl Baker Mortenson Monroe, 27 mai 1902, 11 mars 1984, née au Mexique de parents américains, travaille comme monteuse dans le laboratoire cinématographique Consolidated Film Industry, en. Le 17 mai 1917, elle épouse John Newton Jasper Baker, dont Marilyn adopte le patronyme, en 1938. Le couple a 2 enfants, Robert Kermit Jack né le 24 janvier 1918, et Bernice Inez Gladys Baker Miracle, né le 30 juillet 1919. Le 20 juin 1921, elle demande le divorce pour cruauté et cruauté mentale mais est accusée en retour de comportement indécent et de luxure. Le divorce est prononcé le 11 mai 1923. Gladys obtient la garde de ses enfants mais, incapable de s'en occuper, elle est contrainte de les laisser à leur père, qui s'est installé dans le Kentucky et s'est remarié. Robert meurt le 16 août 1933 à l'âge de 15 ans. Quant à Bernice, elle ne renoue avec sa mère qu'en 1939, alors que celle-ci est internée à l'hôpital à New State pour schizophrénie. C'est à cette occasion qu'elle apprend l'existence de sa demi-sœur, Norma Jean. Marilyn n'a pas connu son demi-frère Hermit Jack. En revanche, elle rencontre pour la première fois sa demi-sœur Bernice en 1944 dans le Tennessee. Gladys connaît autant de liaisons sentimentales sans lendemain que de problèmes psychologiques et de santé, aussi Marilyn n'a jamais connu l'identité de son vrai père. Martin Edward Mortenson, né en 1897 et mort en 1981, serait le père officiel noté sur l'acte de naissance de Marilyn Monroe, où il est mal orthographié, en Mortenson. Il épouse Gladys en 1924 et ils se séparent ensuite en août 1925.
À la suite d'une longue enquête entreprise par le réalisateur de documentaires français François Pomès, l'énigme de l'identité du père biologique de Marilyn Monroe est résolue. En 2021, le séquençage ADN d'échantillons de cheveux de la star prélevés lors de son autopsie prouve qu'elle est la fille biologique de Charles Stanley Gifford, ce que plusieurs biographes avaient postulé depuis plusieurs années. Charles Stanley Gifford était le supérieur de Gladys avec qui elle serait retournée 4 mois après son mariage avec Edward Mortenson le 11 octobre 1924. Gifford aurait cependant refusé d'épouser Gladys même lorsqu'elle fut enceinte. Marilyn fut donc déclarée sous le nom du mari officiel, Edward Mortenson, de sa mère. Enfance et adolescence. Marilyn Monroe naît le 1er juin 1926 à l'hôpital général de Los Angeles en Californie, sous le nom de Norma Jean Mortenson. Elle est cependant baptisée sous le nom de Norma Jean Baker. Alors que certains affirment que le prénom Norma Jean viendrait de l'admiration que vouait Gladys aux actrices Norma Talmadge et Jean Harlow, sa sœur, Bernice Baker Miracle, écrit dans la biographie consacrée à Marilyn My Sister Marilyn, que sa mère s'était inspirée du prénom de la fille d'une amie, Norma Jean Cohen Seidman. Celle-ci rajouta un E à la fin de Jean car il était d'usage en Californie. Toutefois, Marilyn préféra l'orthographier Norma Jean. Sur le certificat de naissance apparaissent les noms de sa mère, Gladys Monroe, et du mari de celle-ci à l'époque, Martin Edward Mortenson, 1897-1981, un Californien d'origine norvégienne exerçant la profession de releveur de compteur de gaz. Le couple s'était marié le 11 octobre 1924, mais s'était séparé en mai 1925, soit un an avant la naissance de Marilyn. Mortenson obtient le divorce le 15 août 1928 pour abandon de domicile. Bien qu'elle soit une enfant légitime, Marilyn a toute sa vie nié le fait que Mortenson soit son père. Lorsqu'elle était enfant, sa mère lui aurait montré une photographie de l'homme qui aurait été son père. Elle se souvient qu'il a une fine moustache et une certaine ressemblance avec Clark Gable. Cet homme, Stanley Gifford, refusera toujours de reconnaître quelque lien que ce soit vis-à-vis de Marilyn ou Gladys. En avril 2022, les résultats de comparaison ADN entre des mèches de cheveux de Marilyn, prélevées pour l'une par son coiffeur, pour l'autre post-mortem, et un prélèvement salivaire sur un membre de la famille Gifford trancheront définitivement le débat. Stanley Gifford était bien le père biologique de la petite Norma Jean. Pendant une très longue période, Gladys, régulièrement internée à cause de ses troubles schizophréniques avec délire paranoïaque, ne peut pas s'occuper de sa fille qui est placée dans une famille d'accueil puis dans un orphelinat. Au début d'une célébrité grandissante, Marilyn prétend que sa mère est morte, plutôt que d'avouer qu'elle vit dans un institut psychiatrique. Aussi, elle exagéra longtemps sur son enfance rajoutant ou retirant certains faits afin de gagner la sympathie du public. Norma Jean est ainsi confiée pendant les 7 premières années de sa vie à Albert et Ida Bollender, voisins de sa grand-mère Della, à Hawthorne, Californie. Dans son autobiographie, Marilyn mentionne qu'elle ne savait pas qui était cette dame rousse sa mère, qui lui rendait visite de temps en temps pendant cette période. En 1933, elle peut vivre quelque temps avec Gladys qui loue une chambre chez les Atkinson, à Arbol Street, Hollywood, mais celle-ci est internée l'année suivante à la suite d'une nouvelle crise d'hystérie. En 1935, Grace McKee, colocataire, collègue de travail et meilleure amie de Gladys, demande à devenir la tutrice de Marilyn, ce qui est officialisé le 27 mars 1936. Elle fait ses études secondaires à la Van Nuys High School de Los Angeles. Fin 1940, Marilyn rencontre Eleanor Bébé Goddard, la fille du mari de Grace McKee, Doc Goddard. Bien plus tard après la mort de l'actrice, Eleanor a déclaré lors d'une exposition consacrée à Marilyn que de nombreuses anecdotes de Monroe sur les difficultés de l'enfance, les coups de fouet, l'enfant servante, la faim et les multiples foyers d'accueil, avaient en fait été empruntées par la star aux premières expériences de Goddard. Néanmoins, elle ne lui en veut pas, référence nécessaire, après le départ de son père et de Grace McKee pour West Virginia, Bébé continua à lui envoyer des lettres. En 1941, Norma Jean fait la connaissance de James Jim Dougherty, un voisin de 5 ans son aîné, ouvrier dans une usine de Lockheed, créée par l'acteur Reginald Denny. Grace, qui arrange le mariage, organise les noces qui ont lieu le 19 juin 1942, soit quelques jours après son 16e anniversaire. Un an plus tard, après qu'elle a abandonné ses études, Jim rejoint la marine marchande puis en 1944 un équipage de B-17 au-dessus de l'Allemagne, avant son retour à la vie civile dans le LAPD. Norma Jean travaille à l'inifugation des ailes d'avion et de drones et à l'inspection des parachutes pour la firme Radioplane Company, en
C'est dans cette usine qu'elle est repérée par des photographes militaires. Carrière de mannequin et premier pas au cinéma. En 1944, Norma Jean rencontre pour la première fois sa demi-sœur, Bernice Baker Miracle, dans le Tennessee, son demi-frère, Hermit Jack étant déjà décédé. Sa première photo quasi professionnelle est prise le 26 juin 1945 par David Conover, pour le magazine Yank dans le cadre d'une campagne de l'armée américaine pour illustrer l'implication des femmes dans l'effort de guerre. En quelques mois, elle fait la couverture d'une trentaine de magazines de pin-up et commence à se faire connaître comme la Girl. Elle abandonne son travail pour se consacrer à sa carrière de mannequin, notamment, en août 1945, auprès de l'agence Blue Book Modeling Agency dirigée par Emmeline Snively, où elle prend des cours de mannequinat à l'école interne la Blue Book Model School de Los Angeles. En décembre 1945, elle tourne son premier film test pour l'agence, afin de promouvoir des maillots de bain. En février 1946, elle éclaircit la couleur de sa chevelure pour la campagne de publicité d'un shampoing sur les conseils d'Emmeline Snively. Celle-ci lui aurait dit : « Écoute chérie, si tu as l'intention de réussir dans cette agence, tu devras décolorer et lisser tes cheveux, ton visage est un peu trop rond et un travail de cheveux l'allongera. » Rêvant de devenir actrice de cinéma, elle prend des cours de théâtre et continue de se teindre en blond clair. Forte de 33 apparitions dans des magazines et voulant passer des bouts d'essai, Norma Jean attire l'attention d'un cadre de la 20th Century Fox, Ben Lyon, qui lui fait passer un essai. Impressionné par sa chevelure blonde, ce dernier aurait déclaré : « Voici la nouvelle Jean Harlow. » Elle signe avec la Fox un premier contrat de 6 mois le 26 juillet 1946, pour un salaire de $75 par semaine. Sur les conseils de Ben Lyon, elle convient de changer son nom en Marilyn Monroe, le prénom Marilyn étant inspiré par l'actrice Marilyn Millet, et le nom de Monroe venant de sa mère. Elle adopte officiellement ce patronyme le 23 février 1956. C'est toujours sur les recommandations de ce dernier qu'elle divorce de Jim, avec lequel elle n'a que peu de contact en raison de leur éloignement. Le 2 octobre 1946, la 20th Century Fox ne croyant pas en l'avenir d'une future star si celle-ci était déjà mariée. Sa carrière ne décollant pas, elle effectue des actions promotionnelles en tant que mannequin, et à ce titre est élue reine honoraire du Festival des Artichauts de Castroville, Californie, en 1948. Elle apparaît pour la première fois à l'écran en 1947 dans Bagarre pour une blonde et Dangerous Years. En 1948, elle signe un nouveau contrat avec la Columbia d'une durée de 6 mois et tourne dans le film musical Petit budget Les Reines du Music-Hall. Le film étant un échec, son contrat n'est pas renouvelé. Cependant, son apparition dans La Pêche au trésor des Marx Brothers impressionne les producteurs, qui l'envoient à New York faire la promotion du film. Lors d'une séance de photos au Racquet Club of Palm Springs, elle attire l'attention de Johnny Hyde, vice-président de la société artistique William Morris Agency, qui accepte de devenir son agent artistique et signe avec elle un contrat de 3 ans le 2 mars 1950 et deviendrait, selon certaines rumeurs, son amant. C'est lui qui l'aide à créer son image de star. Il l'emmène chez un visagiste et paie même pour qu'elle se fasse une rhinoplastie et une génioplastie chez le célèbre chirurgien de Beverly Hills, Michael Gurdin. Il lui obtient ensuite un rôle pour Quand la ville dort de John Huston. Les critiques soulignent alors la qualité de sa performance. Refusant de dépendre de Johnny Hyde qui est amoureux d'elle et manquant d'argent, elle pose nue sous le pseudonyme de Mana Monroe pour le photographe Tom Kelly, dans des photos de calendrier qui font le tour du monde quelques années plus tard lorsqu'elle devient célèbre, confère nudité dans sa carrière. Remarquée par Joseph L. Mankiewicz, qui distingue en elle un grand talent, elle est engagée par ce dernier dans Eve, 1950, aux côtés de Bette Davis. Compte tenu du succès de ces derniers films, Marilyn négocie un contrat de 7 ans avec la 20th Century Fox en décembre 1950. En septembre, Photoplay Magazine fait paraître le premier article de fond sur elle, How a Star is Born ? Comment naît une vedette ? Faisant allusion au film Une étoile est née, A Star is Born, 1937, de William A. Wellman et lui décerne le Rising Star Award, prix de l'étoile montante. L'année suivante, elle s'inscrit à l'Université de Californie à Los Angeles où elle étudie la littérature et l'art et apparaît dans des films mineurs avec pour partenaires des acteurs comme Mickey Rooney, Constance Bennett, Joan Allison, Dick Powell et Claudette Colbert. Jamais nommée aux Oscars, elle y fait sa première et unique apparition le 29 mars 1951 pour remettre celui du meilleur mixage de son à Tomate et Mouton pour Eve. Une soirée de cauchemar qu'elle termine en larmes en découvrant sa robe déchirée.
Elle auditionne pour l'adaptation du comic strip Lil Abner pour la télévision, mais le projet ne se concrétise pas. Consécration. En mars 1952, Marilyn Monroe fait scandale pour avoir posé nue sur un calendrier. Cet épisode de sa vie, loin de ternir sa carrière, ajoute à sa notoriété, confère nudité dans sa carrière. Elle déclare aux journalistes avoir posé pour payer son loyer. Plus tard, lorsqu'on lui demande si elle n'avait vraiment rien lors de cette séance, elle dira avec humour: « No, I had the radio on non, j'avais la radio. » Expression à double sens. I had the radio on pouvant vouloir dire en français qu'elle avait la radio allumée ou qu'elle était habillée avec la radio. Le 7 avril 1952, elle fait pour la première fois la une du magazine Life où elle est décrite comme The Talk of Hollywood, ce dont tout Hollywood parle. C'est à ce moment qu'elle commence sa romance avec Joe DiMaggio, légende vivante du baseball qui vient juste à l'époque de prendre sa retraite. La chroniqueuse de cinéma Eda Hopper décrit Marilyn comme Saloon and Sex Authority, tandis que le producteur Jerry Wald dit à son sujet qu'elle marche comme une antilope. À l'arrêt, elle ressemble à un serpent dressé, Snake en Koalin, et quand elle parle vous n'entendez pas ces mots, c'est comme si elle vous murmurait qu'elle vous aime. Elle tourne dans les mois suivants 4 films. Pour Erco Pictures, elle tient un second rôle dans Le démon s'éveille la nuit de Fritz Lang avec Barbara Stanwyck. Sorti en juin 1952, le film est un succès critique et public. Elle participe ensuite à la comédie 5 mariages à l'essai et le drame Troublez-moi ce soir dans lequel elle tient le rôle principal, celui d'une nourrice qui menace de s'en prendre à l'enfant dont elle a la charge. La critique ne suit pas, et Variety qualifie le film de léger. Dans Chérie, je me sens rajeunir où elle apparaît pour la première fois en blonde platine, elle joue aux côtés de Cary Grant et de Ginger Rogers sous la direction de Howard Hawks. Le film réalise un bon score au box-office malgré certaines critiques négatives. Daryl F. Zanuck voit en elle un fort potentiel commercial et l'engage pour Niagara de 1953 dans lequel elle interprète sa chanson Kiss, et interprète une femme fatale qui souhaite faire assassiner son mari joué par Joseph Cotten. Les critiques apprécient le film et considèrent son interprétation comme ouvertement sexuelle. Constance Bennett juge que Marilyn a un grand avenir devant elle. Zanuck l'a cependant toujours méprisée en tant qu'actrice et ne s'est pas privé de le lui faire savoir. Ce dernier est suivi par l'actrice Joan Crawford, qui décrit Marilyn, après son apparition aux Oscars comme vulgaire, et dit que sa robe ressemblait à un sac à patates. La jeune femme devient amie avec Jane Russell sur le tournage de Les hommes préfèrent les blondes réalisé par Howard Hawks. Russell, qui a décrit sa partenaire comme très timide, très douce et très intelligente, reçoit 400 000 $ alors que Marilyn est payée 18 000 $ par semaine. À Los Angeles, lors de la sortie du film le 26 juin 1953, les deux actrices laissent leurs empreintes dans le ciment du Grauman's Chinese Theatre, juste à côté du trottoir du Hollywood Walk of Fame d'Hollywood Boulevard. Elle a pour partenaire Betty Grable et Lorraine Bacall dans son film suivant Comment épouser un millionnaire, 1953, de Jean Negulesco. Écrit par Nana Johnson, l'histoire est celle de 3 mannequins new-yorkais qui mettent tout en œuvre afin d'épouser chacune un millionnaire. Les films qu'elle tourne à cette période contribuent à accentuer sa popularité. Marilyn Monroe évoque au New York Times son envie de jouer des rôles dramatiques. Elle exprime son désir à la 20th Century Fox de faire partie du casting du film L'Égyptien. Daryl F. Zanuck s'y oppose sans même lui faire passer un essai. Elle signe alors pour Rivière sans retour. Elle ne s'entend pas avec le réalisateur Otto Preminger à qui elle refuse de parler pendant le tournage. Robert Mitchum, son partenaire principal, doit jouer les médiateurs. Elle déclare plus tard qu'elle aurait mérité mieux qu'un film de série Z de cow-boy. Fin 1953, Marilyn Monroe doit commencer le tournage The Girl in Pink Tights avec Frank Sinatra. Quand elle exprime son refus de tourner, elle est suspendue par la Fox. Le 14 janvier 1954, elle épouse Joe DiMaggio et déclare à la presse: « Ma principale ambition est, maintenant, de me consacrer à mon mariage. » Le mois suivant, alors qu'elle accompagne son mari qui doit entraîner une équipe de baseball au Japon, l'armée américaine lui propose de se rendre durant 4 jours en Corée et de chanter à 9 reprises 3 chansons, tirées de ses films récents, devant un total de 60 000 soldats américains. Cette première expérience de la scène lui a permis de surmonter la peur qu'elle avait face à la foule. De retour à Hollywood en mars 1954, elle règle son différend avec la Fox et tourne dans La Joyeuse Parade. Ce film musical de Walter Lang est un échec. Le film est également mal reçu par les critiques qui décrivent la performance de Marilyn Monroe comme désastreuse et embarrassante.
L'actrice révèle n'avoir accepté le rôle qu'à la condition de faire ensuite 7 ans de réflexion. Elle commence les prises de vue de ce dernier en septembre avec Tom Ewell. C'est à New York qu'elle joue la plus célèbre scène de toute sa carrière, celle de la grille de métro où sa robe blanche se soulève. Le réalisateur Billy Wilder exigea de nombreuses prises, ce qui irrita Joe DiMaggio. Après plusieurs disputes, Marilyn annonce leur séparation. Ils divorcent en novembre 1954 après 8 mois de mariage. Elle quitte alors incognito Hollywood le 16 décembre 1954 pour rejoindre New York puis le domicile de son photographe et ami Milton Green, avec qui elle fonde le 31 décembre 1954 les Marilyn Monroe Productions Incorporées, société de production avec laquelle elle souhaite lancer sa nouvelle carrière à New York, Milton Green l'ayant convaincu de s'affranchir des grands studios qui lui donnent des cachets indignes selon lui. À la suite de ce désir d'indépendance, elle est officiellement suspendue par la Fox le 15 janvier 1955. En 1954, elle prend également des cours de chant, la RCA conclut un contrat avec elle, son premier disque se vend à 75 000 exemplaires. En 1955, elle prend des cours de comédie avec l'actrice britannique Constance Collier grâce à Truman Capote. Collier estime que Marilyn Monroe possède un beau talent fragile et subtil. Après quelques semaines de travail, celle qui s'est illustrée entre autres dans La Corde d'Alfred Hitchcock meurt le 21 mai 1955. Lors d'une réunion avec la Fox, Marilyn Monroe demande à travailler avec Hitchcock. Mais le réalisateur rétorque ne pas aimer les femmes qui ont le sexe affiché sur la figure et préfère des blondes froides comme Grace Kelly ou Tippi Hedren. Lors du tournage de La Joyeuse Parade, Marilyn rencontre Paula Strasberg et sa fille Suzanne. Elle leur demande alors d'étudier à l'Actors Studio avec Lee Strasberg. En mars 1955, Monroe rencontre Cheryl Crawford, l'un des fondateurs de l'Actors Studio, qui lui présente Lee Strasberg qu'il accepte comme élève après l'avoir rencontré. En mai, elle commence à fréquenter le dramaturge Arthur Millet qu'elle a rencontré 5 ans plus tôt. Le 1er juin, jour de son anniversaire, Joe DiMaggio l'accompagne à la première de 7 ans de réflexion à New York et organise une petite fête en son honneur. Cette soirée se termine par une dispute en public avant le départ précipité de Marilyn Monroe. Ils ne se voient plus pendant un long moment. Elle continue à suivre des cours à l'Actors Studio et se lie d'amitié avec les acteurs Kevin McCarthy et Eli Wallach, qui la décrivent comme studieuse et sincère dans son approche. Elle joue dans la pièce Anna Christie avec Maureen Stapleton d'après l'œuvre de Jane O'Neill sans oublier son texte lors des représentations, ce qui n'avait pas été le cas aux répétitions où elle échouait à chaque reprise. Anna Christie connaît un grand succès et le public applaudit Marilyn. Bien qu'elle ne soit qu'étudiante, elle est l'élève dont Lee Strasberg est le plus fier. J'ai travaillé avec des centaines d'acteurs et actrices, et il n'y a que 2 qui sont bien meilleurs que les autres. Le premier est Marlon Brando, et le deuxième Marilyn Monroe. Il la prend sous sa protection, elle trouve refuge dans la maison familiale des Strasberg, l'incite à suivre une psychanalyse pour être plus près des personnages qu'elle interprète. Pendant ce temps, 7 temps de réflexion devient un très grand succès avec environ 8 millions de dollars US de recettes au box-office. La critique salue la performance de Marilyn Monroe. Grâce à ce succès, elle négocie un nouveau contrat avec la 20th Century Fox qui lui donne plus de pouvoir, 100 000 dollars par film, 500 dollars en plus par semaine pour frais divers, un droit de regard sur le scénario ainsi que sur le metteur en scène et sur le directeur de la photographie et pouvoir jouer pour d'autres studios que la Fox. Le premier film à être réalisé dans le cadre de ce nouveau contrat est Arrêt d'autobus, Bus Stop, de Joshua Logan, qui approuve les méthodes de travail de la star. Paula Strasberg devient sa conseillère personnelle sur tous ses films. L'épouse de Lee use les nerfs des réalisateurs Joshua Logan, Laurence Olivier, Billy Wilder, George Cukor et John Huston, qui en ont pourtant vu d'autres. Après chaque scène, c'est vers elle que se tourne Marilyn Monroe pour savoir si sa performance a été à la hauteur de ses aspirations. Un signe de tête de Paula et Marilyn Monroe exige de refaire une nouvelle prise, même si la précédente semble parfaite aux yeux de tous. Détestée de tous, Paula s'attire les surnoms de champignon noir ou sorcière de la part des techniciens, à qui elle n'adresse pas la parole. Elle rassure néanmoins Marilyn Monroe, bien que sa présence soit une ineptie pour beaucoup. Dans Arrêt d'autobus, elle joue Chérie, une chanteuse de cabaret qui tombe amoureuse d'un cow-boy. Très satisfait de son interprétation, Logan essaya de lui faire obtenir une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. Elle est néanmoins nommée au Golden Globe. Elle passe plus de temps avec Arthur Millet, avec qui elle entretient une liaison depuis plus d'1 an. C'est à ce moment que la presse commence à écrire sur eux, les surnommant souvent « The Egged and the Hourglass ».
Ils se marient le 2 juin 1956. Arrêt d'autobus est suivi du prince et la danseuse également interprétée et réalisée par Laurence Olivier. Ce dernier déteste Marilyn Monroe, en raison de ses caprices sur le plateau. Plus tard, il la décrit comme merveilleuse, la meilleure de toutes. Le film est un échec cuisant. Néanmoins, elle est saluée par la critique, en particulier en Europe, où elle remporte en 1959 le prix David di Donatello de la meilleure actrice étrangère, ainsi que l'étoile de cristal de la meilleure actrice étrangère en France. Elle est également nommée pour un BAFTA. Absente des écrans en 1958, elle vit désormais avec Arthur Millet à Long Island et fait une fausse couche le 1er août 1957. Il l'encourage néanmoins à retourner à Hollywood pour filmer certains lame shows. Le réalisateur sait pourtant qu'elle est souvent en retard, qu'elle a le trac, et qu'elle a des difficultés à apprendre son texte lorsqu'il la dirige dans cette temps de réflexion. Cette fois-ci, Marilyn Monroe est hostile et refuse de tourner certaines scènes. Ces retards incessants ont raison de son amitié avec Tony Curtis qui déclare par la suite que l'embrasser était comme embrasser Hitler. L'acteur dit plus tard que ce n'était qu'une farce. Enceinte au moment du tournage, elle fait une nouvelle fausse couche en décembre 1958, une fois le film achevé. Certain lame show connaît un succès retentissant et est nommé pour 5 Oscars. Marilyn Monroe obtient le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie pour sa performance. Billy Wilder déclare que le film a été leur plus grand succès, bien que Marilyn ait toujours détesté le film. Il évoque aussi les problèmes qu'il a rencontrés pendant le tournage du film. Marilyn était très difficile parce qu'elle était totalement imprévisible. Je ne savais pas quelle journée nous allions passer, serait-elle coopérative ou obstructive ? Dit-il. Cependant, il aime Marilyn Monroe et la définit comme une actrice comique et de génie. Il a également évoqué d'autres projets avec elle, y compris Irma la Douce avec Shirley MacLaine. Dans les années 1960, sa popularité est à son sommet. Elle accepte de tourner Le milliardaire de George Cukor. Insatisfaite du scénario, elle le fait réécrire par Arthur Millet. Gregory Peck doit y tenir le premier rôle masculin mais il a finalement refusé à la suite de la nouvelle version écrite, tout comme Cary Grant, Charlton Heston, Yul Brynner ainsi que Rock Hudson avant qu'il ne soit attribué à Yves Montand. Le tournage est difficile pour l'actrice qui ne s'est pas entendue avec le réalisateur. Ce dernier, ouvertement homosexuel, avait un faible pour l'acteur français avec qui Marilyn Monroe entretient une liaison. Cette relation cesse lorsque Montand refuse de quitter sa femme Simone Signoret. Le film est un échec critique et commercial. C'est à cette période que débutent ses problèmes de santé. Elle commence à consulter un psychiatre de Los Angeles, le docteur Ralph Grinzon qu'elle voit quasiment tous les jours. Ce dernier exerce une influence déterminante sur sa patiente. Selon lui, son mariage était tendu depuis quelque temps, bien que Millet fit tout pour s'occuper d'elle. Grinzon a déclaré que son objectif principal était alors de réduire les prises de drogue de Marilyn Monroe. Elle joue ensuite dans Les Désaxés de John Huston. Le film, écrit pour elle par Arthur Millet, met également en scène Clark Gable, Montgomery Clift et Eli Wallach. Le tournage a débuté en juillet 1960. Souvent malade, Marilyn Monroe ne peut jouer. Elle est même hospitalisée pendant 10 jours. Sans l'aide du docteur Grinzon, elle se remet à prendre des somnifères et de l'alcool. Le 16 novembre 1960, Gable meurt d'une crise cardiaque à Los Angeles à l'âge de 59 ans. Les journalistes accusent Marilyn Monroe de sa mort en raison de ses nombreux retards sur le plateau. Le film n'est pas un succès commercial et les critiques sont en majorité négatives, bien que certains saluent les performances de Monroe et Gable. Durant les mois suivants, elle devient de plus en plus dépendante à l'égard de l'alcool et des médicaments. Elle divorce d'Arthur Millet en janvier 1961, rédige son testament le 14 janvier 1961. Elle accepte que sa psychanalyste Marianne Ricris la fasse interner dans la clinique psychiatrique Payne Whitney, mais elle y est placée en cellule de sécurité. Elle a plus tard décrit l'expérience comme un cauchemar. Ayant le droit à un appel téléphonique, elle contacte Joe DiMaggio qui la fait transférer dans le centre ouvert de l'hôpital presbytérien de New York où il reste près d'elle. Après 3 semaines de soins, elle sort de l'hôpital, harcelée par une foule de reporters à sa sortie. Incapable de jouer, elle retourne en Californie se reposer. À la suite de cet internement, elle demande à son avocat Milton Rudin de modifier son testament, ce qui n'a pas été fait, et suscite une controverse sur ce testament à sa mort, notamment sur l'influence invalidante exercée par les époux Strasberg et par Marianne Ricris. L'année 1962. Au début des années 1960, Marilyn Monroe est dépendante d'amphétamines, de barbiturique et d'alcool.
Elle souffrait de divers problèmes de santé mentale, dont la dépression, l'anxiété, une faible estime de soi, et l'insomnie chronique. L'actrice doit encore un dernier film à la Fox, selon les termes de son contrat de 1956. Les dirigeants du studio confient alors à l'un de leurs scénaristes, Arnold Schulman, le remake d'une comédie de 1940, Mon épouse favorite avec Irene Dunne et Cary Grant. L'histoire d'une femme disparue, supposée morte, qui rentre chez elle et retrouve son mari remarié. Frank Tashlin, réalisateur des comédies de Jerry Lewis, est contacté pour diriger le film. Marilyn Monroe, qui souhaite revenir à l'écran avec un film événement, refuse le projet dans un premier temps, le jugeant insipide. Bénéficiant d'un droit de regard sur le script et le réalisateur, elle consent à réexaminer le projet. Nana Lee Johnson, qui a travaillé avec elle sur Comment épouser un millionnaire, est alors engagée pour signer une nouvelle version. George Cukor, qui doit lui aussi un film pour la Fox, commence par refuser le projet en raison du souvenir cauchemardesque du tournage du Milliardaire. Menacé de poursuite s'il n'honore pas ses engagements, il se résigne donc à accepter la proposition du studio, pour 300 000 US$, et à retrouver ainsi Marilyn Monroe qu'il méprise profondément. Malgré un scénario inachevé, Marilyn Monroe signe son engagement pour Something's Got to Give. Selon les termes du contrat qui la lie de manière non exclusive à la Fox, elle gagne toujours 100 000 US$ par film, soit 7 fois moins que la norme alors en vigueur à Hollywood pour une star de son rang. À 35 ans, elle achète sa première maison par prêt immobilier, pour la somme de 35 000 US$ en janvier 1962. C'est Eunice Murray, sa nouvelle gouvernante et ancienne infirmière psychiatrique, qui lui a trouvé la modeste hacienda d'inspiration néo-mexicaine du 12 305, Fifth Helena Drive, à Brentwood dans les environs de Los Angeles. Le 5 mars 1962, lors de la cérémonie des Golden Globes, la presse étrangère lui décerne, pour la seconde fois, le prix de la vedette féminine du monde pour 1961. Accompagnée du scénariste José Bolano, elle est ivre et reçoit son prix des mains de Rock Hudson en titubant et peinant à bafouiller quelques remerciements devant la salle atterrée. Afin de ne pas l'embarrasser, la cérémonie n'a pas été diffusée. Pendant ce temps, Nana Lee Johnson livre le scénario terminé de Something's Got to Give qu'approuve Marilyn Monroe. Mécontent, George Cukor engage son ami Walter Bernstein pour réécrire les dialogues qu'il juge trop fades. Ses partenaires Dean Martin et Sid Charisse sont engagés. À la veille du début de tournage qui doit avoir lieu le 23 avril, Marilyn Monroe souffre de fièvre et prévient le studio qu'elle sera absente. Cukor commence le tournage par toutes les scènes dans lesquelles elle ne figure pas. Cette dernière consulte son médecin, le docteur Engelberg, le jour même. Celui-ci diagnostique une sinusite chronique et Lee Siegel, médecin officiel du studio, recommande de décaler le tournage d'un mois, ce que le studio refuse. Le 30 avril, Marilyn Monroe se rend pour la première fois sur le plateau et tourne 90 minutes de rush contre l'avis du docteur Siegel. Elle est prise d'un malaise et est évacuée du studio. Elle retrouve l'équipe et tourne pendant 3 jours au début du mois de mai des scènes autour d'une piscine. Profitant d'une pause déjeuner, elle quitte une nouvelle fois le tournage, malgré l'interdiction des studios, pour assister à l'anniversaire de John Fitzgerald Kennedy à New York, au cours duquel elle interprète le célèbre Happy Birthday, Mr. Président. Jackie Kennedy s'oppose à sa venue à la fête privée de son mari et préfère se retirer en Virginie en compagnie de ses enfants. L'actrice retourne à Hollywood tourner ses scènes qui enchantent les patrons de la Fox. Malgré plusieurs jours de prise sans difficulté, elle montre des signes de nervosité et n'arrive pas à apprendre son texte, ce qui irrite Cukor qui finit par s'emporter violemment contre elle. Le 1er juin, jour de son 36e anniversaire, elle est de retour sur le plateau où une fête est organisée en fin de journée en son honneur, ce fut sa dernière apparition professionnelle. Le 7, la Fox organise des fuites à destination de la presse, indiquant que Marilyn Monroe est renvoyée et que Kim Novak et toutes les autres actrices, d'Hollywood et d'ailleurs, ont été contactées pour la remplacer. Le studio attaque Marilyn Monroe et lui réclame 500 000 US$. Peter Levatt, qui dirige la production à la Fox, déclare à l'attention de la star, « Le Star System a perdu tout contrôle. Nous avons laissé les fous diriger l'asile, et ils l'ont quasiment détruit. » Cependant, Kim Novak, Shirley MacLaine et autres, dont Brigitte Bardot, déclinent l'offre de reprendre son rôle. Le studio annonce officiellement que Lee Remick est finalement choisi. Dean Martin s'y oppose et refuse de reprendre le tournage sans Marilyn. La Fox lui intente alors un procès et lui réclame également 500 000 US$ pour rupture de contrat. L'équipe du film est peu de temps après suspendue.
Sid Charisse attaque alors Dean Martin en justice à son tour et lui réclame 14 000 $ de dommages et intérêts pour manque à gagner. De leur côté, les dirigeants de la Fox augmentent les charges dans leur procès contre Marilyn Monroe et lui réclament dorénavant 750 000 $. Le 19 juin, le studio se retourne à nouveau contre Dean Martin, les avocats de la Fox lui réclamant 3 339 000 $. L'acteur contre-attaque et intente en retour un procès à la Fox pour 6 885 000 $ de dommages et intérêts. L'affaire fait la une des journaux, certains titres reprennent même les propos de l'acteur, « No Marilyn, no picture ». Un an après, les poursuites sont abandonnées. Des négociations sont immédiatement engagées, le 20 juin, la Fox annonce la reprise du tournage sous peu. Marilyn Monroe, dans le cadre d'une campagne de relations publiques pour restaurer son image auprès du grand public, participe à des séances photos avec plusieurs photographes de premier plan et des interviews avec de grands magazines. DiMaggio et elle évoquent un remariage et une date est même arrêtée, le 8 août 1962. D'autres projets de films sont discutés comme I Love Louisa et The Jean Harlow Story. Son différend avec la Fox est résolu, et son contrat est renouvelé. Something's Got to Give devait reprendre au début de l'automne. Peter Levat se rend chez elle pour une réunion de conciliation. À l'issue de l'entrevue, Marilyn Monroe obtient l'assurance d'un nouveau scénario, l'abandon des poursuites à son égard, le renvoi officiel de George Cukor et son remplacement par Jean Negulesco qui avait réalisé Comment épouser un millionnaire, ainsi qu'un nouveau contrat d'1 million de dollars portant sur 2 films, 250 000 $ pour terminer Something's Got to Give et 750 000 $ pour un autre film à déterminer. Marilyn Monroe, qui a tourné dans 30 films, a alors 36 ans. Fin juillet, déprimée, elle confie à sa coiffeuse qu'elle vient de subir un avortement. Au moins 2 médecins lui ont prescrit de nombreuses ordonnances pour des somnifères la dernière semaine de sa vie. Le vendredi 3 août est consacré à de nombreux appels téléphoniques professionnels et privés, et des rencontres avec son psychiatre et avec son ami Pat Newcomb. Le samedi est identique, appel téléphonique, travail dans le jardin avec le docteur Grinzon et promenade sur la plage avec l'acteur Peter Lawford, beau-frère des Kennedy. Certains témoignages la décrivent sous l'influence de tranquillisants. À 19h45, elle a encore une conversation téléphonique avec Lawford, où elle semble déprimée et confuse. Il rappelle un peu plus tard mais la ligne est en dérangement. Il passe plusieurs appels à des proches pour la joindre tout de même. Finalement jointe, Eunice Murray, la gouvernante engagée à la demande du docteur Grinzon, indique que tout va bien, il est alors 20h30. Selon Donald Spoto, auteur d'une biographie de Marilyn Monroe, elle est à ce moment déjà morte, ou en train de mourir de surdosage. Mort. Marilyn Monroe meurt dans la nuit du 4 au 5 août 1962. Près de 5 heures se sont écoulées entre l'heure estimée du décès, vers 21h30 et 22h, et le coup de téléphone à la police des Grinzon, aux côtés de Mrs. Murray et du Dr Engelberg. Après enquête, le médecin légiste de Los Angeles note sur son dossier « Suicide probable ». Sa mort ne sera jamais élucidée, dès 1962, la thèse de l'homicide étant invoquée, incriminant le FBI ou la CIA. À Los Angeles, certaines rumeurs s'accordent sur le fait que le jour de la mort de Marilyn Monroe, Bobby Kennedy et son beau-frère Peter Lawford sont venus 2 fois voir Marilyn Monroe. Bobby lui déclara que ni lui ni John n'accepteraient de recevoir ces appels, John F. Kennedy et lui-même voulant ainsi couper court aux rumeurs sur leur relation avec elle. Une querelle très tourmentée éclata. Faute de preuves, les témoignages n'ont jamais été corroborés et ne restent que des spéculations. Selon les relevés téléphoniques de l'actrice, à 20h30, elle reçut un appel de Peter Lawford l'invitant à dîner mais elle refusa. Celui-ci dira qu'elle avait l'air groggy. Son dernier appel fut à 22h. Elle passa un coup de fil à son photographe, Ralph Robert. Mais il ne répond pas. Selon la standardiste qui prend l'appel, Marilyn est à peine capable de parler. Alors que celle-ci pense que Marilyn s'est endormie au téléphone, le coroner déclara que c'est vers cette heure-là que Marilyn mourut. Inquiète que Marilyn ait fermé la porte à clé, chose qu'elle ne faisait jamais, sa gouvernante Eunice Murray appela le psychiatre Ralph Grinzon et le docteur Engelbert. Arrivé sur les lieux, Grinzon cassa la fenêtre de sa chambre et dit, mot pour mot, « Je crois bien que nous l'avons perdu ». De longues heures passent avant qu'ils n'appellent la police et l'ambulance, prétendant que sous le choc, ils préférèrent d'abord annoncer la nouvelle au studio. Le sergent Jack Clemens dit que les docteurs Grinzon et Engelbert semblaient distants et nota la curieuse attitude de la gouvernante qui passait le linge à la machine à laver. Aussi, il trouva la position de Marilyn suspecte.
Elle était dans ce qu'il appelait la position du gendarme, les bras le long du corps alors que généralement, une personne morte d'une overdose est souvent recroquevillée sur elle-même à cause de la douleur. Basé sur un surdosage de somnifères se trouvant dans son corps, le verdict du juge face à la mort de Marilyn Monroe fut suicide probable, laissant toutes sortes d'allégations possibles. À la morgue, sa coiffeuse habituelle Agnès Flanagan, coiffeuse de Jean Harlow qu'elle avait engagée pour réaliser sa célèbre coloration blonde platine, ne peut apprêter les cheveux de Marilyn, trop abîmés par des années de traitement, peroxyde pour la coloration, soude caustique pour le défrisage, mais aussi par l'autopsie. Une perruque lui est mise, copiant la coiffure qu'elle portait dans son dernier film Something's Got to Give et faisant naître la rumeur qu'elle portait déjà une perruque durant le tournage, ainsi que pour le précédent Les Désaxés. Marilyn est inhumée le 8 août 1962 au Westwood Village Memorial Park Cemetery de Los Angeles. C'est sa demi-sœur, Bernice Miracle, avec l'aide de Joe DiMaggio, qui organise les funérailles privées auxquelles ne sont pas présents, malgré leurs protestations, ses amis stars tels que Dean Martin ou encore Frank Sinatra. Cependant, des centaines de badauds se massent dans les rues autour du cimetière. Bouleversée, son ex-mari se penche sur son cercueil et murmure à 3 reprises « Je t'aime ». La cérémonie prend fin avec l'un des airs préférés de Marilyn, Over the Rainbow interprété par Judy Garland. Elle est ensuite ensevelie dans la tombe 24 du Corridor of Memories. Marilyn était une star internationale et sa mort subite fit la une des journaux aux États-Unis et en Europe. Selon Loi Banner, le taux de suicide à Los Angeles a doublé le mois suivant son décès. Le tirage de la plupart des journaux a augmenté ce mois-là, et le Chicago Tribune a rapporté qu'il avait reçu des centaines d'appels téléphoniques de personnes qui demandaient des informations sur sa mort. Jean Cocteau a déclaré que sa mort devrait être une terrible leçon pour tous ceux dont le travail consiste principalement à espionner et à tourmenter des stars de cinéma. Son ancienne co-vedette Laurence Olivier l'a qualifiée de victime complète de Ballyhoo et de la sensation, et Joshua Logan, réalisateur de Bus Stop, a déclaré qu'elle était l'une des personnes les plus méconnues du monde. Le 17 août 1962, le magazine Life réédite sa dernière interview, A Last Long Talk with a Lonely Girl par Richard Merriman, paru auparavant le 3 août 1962, soit 2 jours avant sa mort. Incertitude autour de la cause de sa mort. Le 5 août 1962, vers 3 heures du matin, Eunice Murray, la gouvernante de Marilyn Monroe, s'inquiète que l'actrice se soit enfermée dans sa chambre, laissant la lumière allumée mais ne répondant pas à son appel. Elle alerte le psychiatre Ralph Grinzon qui, arrivé sur les lieux, casse la vitre de la fenêtre de la chambre et découvre l'actrice morte sur son lit, une main posée sur le combiné du téléphone, la table de nuit jonchée de boîtes de comprimés, et sur le sol un flacon vide de Nembutal. Grinzon appelle Iman Engelberg, le médecin personnel de Marilyn, qui arrive à son domicile vers 3h50 et constate officiellement sa mort. Le sergent Jack Clemons du commissariat de police de West Los Angeles reçoit un appel téléphonique à 4h25 d'Iman Engelberg, qui l'informe du suicide de l'actrice. Clemons est ainsi le premier agent de police à arriver au domicile de la star à Brentwood. Le rapport du médecin légiste Thomas Nogishi, parle de suicide probable dû à un surdosage accidentel de barbiturique, acute barbiturate poisoning ingestion of overdose. Devant un rapport d'autopsie sommaire et la disparition du foie, des reins et de l'estomac, le procureur de district, John Miney, est le premier à envisager l'hypothèse de l'assassinat. En raison d'un manque de preuves, les enquêteurs n'ont ni classé le dossier, ni dit s'il s'agissait d'un suicide ou d'un homicide. Selon certaines rumeurs, Marilyn Monroe aurait été victime d'un complot ourdi par le FBI et la CIA dans le but d'accumuler des preuves contre les Kennedy. Ces rumeurs ont été reprises par le romancier Norman Mailer dans son livre Marilyn, une biographie, 1974, livre qui légitime l'assassinat alors qu'il reconnaît plus tard que ce n'était qu'une pure fiction faite dans un but lucratif. Don Wolfe, dans ses livres The Last Days of Marilyn Monroe, 1998, et The Assassination of Marilyn Monroe, 1999, soutient l'hypothèse de l'assassinat d'État. Cette version impliquerait Robert Kennedy et tout un ensemble de proches de l'actrice qui se seraient tus pendant des années. Selon Donald Spoto, Marilyn est morte à la suite d'une erreur médicale. On lui aurait administré un lavement à l'hydrate de chloral, le chloral lui permettait de dormir, alors qu'elle avait absorbé, préalablement, du Nembutal, le mélange de ces deux substances pouvant se révéler fatal. En 1985, le dossier sur le décès de Marilyn Monroe est rouvert à Los Angeles. Le président du grand jury Sam Cordova s'oppose au procureur de district Ira Reiner en demandant des enquêtes supplémentaires pour éclaircir des questions laissées sans réponse.
La demande d'enquête sur l'implication de Robert Kennedy est rejetée en regard des données probantes. En 2005, le Los Angeles Times publie des extraits d'entretiens de Marilyn avec son psychiatre, tels que rapportés par un enquêteur sur sa mort, dans lesquels la star s'interrogerait sur sa carrière, son physique, ses mariages, et révélerait avoir eu une liaison avec Joan Crawford. Après sa mort, le procureur chargé de l'enquête, John Miney, aurait obtenu du psychiatre de la star, le docteur Ralph Grinzon, qu'il lui passe les enregistrements faits des séances de Marilyn sur son divan, et en aurait pris des notes très complètes. Dans ces notes, Marilyn Monroe se montrerait obsédée par les Oscars et se posant des questions sur sa carrière, envisageant notamment de jouer du William Shakespeare pour être enfin considérée comme une actrice sérieuse. Elle aurait également raconté à son psychiatre comment elle s'examinait dans le miroir, nue, pour observer l'effet de l'âge sur son corps, et trouvant que ma poitrine commence à s'affaisser un peu, mais, ma taille est encore bien, et mes fesses sont encore ce qui se fait de mieux. Elle parlerait également de Clark Gable, chez qui elle chercherait un amour paternel, et de ses mariages et divorces avec le joueur de baseball Joe DiMaggio et le dramaturge Arthur Millet. Elle y révélerait enfin avoir eu une aventure lesbienne d'une nuit avec l'actrice Joan Crawford. La fois suivante que j'ai vu Crawford, elle voulait recommencer, mais je lui ai dit franchement que je n'avais pas tellement aimé faire ça avec une femme. Après ça, elle m'en a voulu. Le psychiatre aurait permis à John Miney d'écouter ces bandes à condition qu'il n'en révèle jamais le contenu. Celui-ci n'a rompu cette promesse de secret que des années après la mort du psychiatre, lorsque certains biographes de l'actrice ont suggéré que celui-ci pouvait être considéré comme suspect dans la mort de la star. Selon le procureur, à écouter ces bandes, il serait évident qu'il n'était absolument pas possible que cette femme se soit suicidée. Elle a des projets bien précis pour son avenir, elle sait exactement ce qu'elle veut faire. Lee Strasberg lui a dit qu'elle doit jouer du Shakespeare, et elle est fascinée par cette idée. Le procureur estime que l'actrice a été assassinée, après l'avoir endormie par quelque chose dans son verre, on lui aurait administré du Nembutal dissous dans de l'eau, à forte dose, sous forme de lavement. Cependant, les affirmations du procureur Miney sont remises en doute par de nombreux biographes. Elles sont contredites par plusieurs témoins, dont l'ancien substitut du procureur et la veuve du psychiatre Ralph Grinzon, qui a affirmé au Los Angeles Times que son mari n'avait jamais évoqué l'existence de ces bandes. Il n'existe que les transcriptions faites par John Miney, d'après lui le docteur Ralph Grinzon aurait détruit les bandes. Si la thèse de l'assassinat d'État semble être définitivement écartée, il ne reste plus que celle du suicide ou de l'accident. La thèse du suicide repose sur des bases fragiles, des compensations mélancoliques brutales liées à ses troubles bipolaires. Il reste alors celle de l'accident dû au mélange des barbituriques avec l'alcool qui aurait entraîné une détresse cardiaque, soit de l'accident provoqué par le lavement de son psychiatre. Le dossier reste ouvert. Marilyn Monroe souffrait d'endométriose, l'obligeant à ingérer de grandes doses de médicaments pour supporter la douleur. Lors de son opération par Léon Krohn et Marcus Rabouin, un stade avancé d'endométriose lui est découvert en avril 1952, au lieu de l'appendicite pour laquelle elle subit une intervention. Elle est ainsi opérée à cette reprise entre 1952 et 1962. Deux de ses biographes, Anthony Summers, en 1985, et Donald Spoto, en 1993, abordent les souffrances gynécologiques auxquelles l'actrice était sujette depuis son adolescence, l'obligeant parfois à s'arrêter brutalement de conduire pour se plier en deux de douleur sur le bas-côté de la route. De nombreuses boîtes d'antidouleurs prescrits pour les douleurs menstruelles sont également vues sur la coiffeuse de l'actrice. Selon Martin Winkler, l'ingestion massive de médicaments pour lutter contre les douleurs de l'endométriose est ainsi à l'origine de la mort de Marilyn Monroe. Postérité. Popularité. Près de 60 ans après sa mort, Marilyn Monroe reste une des actrices les plus connues. De nombreux documentaires et biographies lui ont été consacrés et plusieurs téléfilms ont retracé sa vie, avec des comédiennes comme Ashley Judd ou Poppy Montgomery. Elle a récemment été incarnée par Charlotte Sullivan dans la mini-série Les Kennedy et Michelle Williams dans My Week with Marilyn. En 2022, l'année des 60 ans de la disparition de Marilyn, est diffusé sur Netflix le biopic Blonde issu du livre de Joyce Carol Oates avec Ana de Armas dans le rôle de Marilyn Monroe. Son image est encore largement utilisée sur les couvertures de magazines, dans les publicités, pour des produits dérivés comme du maquillage, ou au cinéma, comme dans Pulp Fiction, Ella Confidential ou encore la série Les Simpsons, où on peut apercevoir la scène du métro de cette temps de réflexion. En 2006, Nicole Kidman prête sa voix au personnage de Norma Jean du dessin animé Happy Feet. Elle est également évoquée dans plusieurs chansons comme Candle in the Wind, Goodbye Yellow Brick Road d'Elton John, Vogue et Material Girl de Madonna,
Norma Jean Baker écrite et composée par Serge Gainsbourg interprétée Jane Birkin, Marilyn et John interprétés par Vanessa Paradis, Black Marilyn de Shy'm ou Marilyn Monroe de Pharrell Williams. En 2012, Marilyn Monroe produisait toujours un revenu annuel estimé par le magazine Forbes à 7 millions de dollars. Elle est de ce fait considérée comme l'icône féminine la plus lucrative au monde. Pour l'anecdote, les quelques 576 lots vendus aux enchères par la maison Christie's les mercredis 27 et jeudi 28 octobre 1999 à New York avaient été légués par Marilyn à Lee Strasberg dans l'idée qu'il les remettrait à leur cercle d'amis, ce qu'il n'a pas fait. Les biens ont été thésaurisés et, à la mort de Lee, transmis à sa deuxième épouse, Anna Strasberg, qui a finalement décidé de les vendre. Le montant total des enchères, estimé entre 10 et 15 millions de dollars, s'est élevé à 13,4 millions de dollars. Parallèlement, son compte bancaire présentait lors du décès un solde de 800 000 dollars, 7 744 000 dollars actuels. L'actrice a également été le sujet d'une célèbre série de sérigraphies réalisée par le pape du pop art, Andy Warhol en 1964. C'est l'une des œuvres de l'artiste les plus reproduites à ce jour. En 1967, l'exposition Hommage to Marilyn Monroe rassemble de nombreux artistes de la tendance pop à la galerie Sidney Janis de New York. La robe blanche de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe est considérée comme une icône culturelle de l'histoire du cinéma, notamment avec l'image tirée d'une scène du film 7 temps de réflexion, The 7 Year Itch, 1955, de Billy Wilder où l'actrice, portant une robe blanche, se tient au-dessus d'une grille de métro dont le courant d'air soulève sa robe. En septembre 1954, elle commence le tournage de 7 temps de réflexion et incarne le rôle principal de The Girl, une femme devenant l'objet des fantasmes sexuels de son voisin marié. Bien que le film ait été tourné à Hollywood, le studio décide d'organiser sa promotion précoce en tournant une scène à Manhattan sur Lexington Avenue. Le tournage de la scène dure plusieurs heures, et attire une foule de près de 2000 spectateurs, y compris des photographes professionnels. La robe blanche apparaît dans la séquence où Marilyn Monroe et la co-vedette Tom Ewell quittent le théâtre Transluxe de la 52e rue. Quand ils entendent une rame de métro passer sous la grille du trottoir, le personnage de Monroe s'avance sur la grille en disant « Ouh, sentez-vous la brise du métro ?» alors que le vent soulève la robe et expose ses jambes. Après la mort de l'actrice en 1962, le costumier Travilla garda la robe sous clé avec de nombreux autres costumes qu'il avait confectionnés pour Marilyn au fil des années, à tel point que l'on parla d'une collection perdue. Ce n'est qu'après sa mort, en 1990, que Bill Sari, un collègue de Travilla, exposa les vêtements. La robe rejoint ensuite la collection privée de souvenirs d'Hollywood appartenant à l'actrice Debbie Reynolds au Hollywood Motion Picture Museum. Au cours d'une interview avec Oprah Winfrey, parlant de la robe de Monroe, Debbie Reynolds déclara que la robe était devenue écrue parce que, comme vous le savez, elle est très ancienne maintenant. En 2011, cependant, elle annonça vendre sa collection lors d'une vente aux enchères se déroulant par étapes, la première étant le 18 juin 2011. Avant la vente aux enchères, on estimait que la robe de Marilyn se vendrait entre 1 et 2 millions de dollars, mais elle se vendit en réalité à plus de 5,6 millions de dollars, 4,6 millions de dollars, plus une commission de 1 million. Carrière de modèle. En 1946, elle rencontre le photographe d'origine hongroise André de Dayen, qui a fait d'elle de nombreux portraits, dont quelques nus. En mai 1948, Marilyn Monroe pose nue pour Tom Kelly dans un calendrier mural, connu sous le nom de calendrier Golden Dreams. En 1952, alors qu'elle bénéficie déjà d'une notoriété certaine, elle est victime d'un maître chanteur qui menace de tout révéler. Finalement, Marilyn Monroe l'annonce elle-même en prétextant avoir été dans le besoin financier. En décembre 1953, quelques-unes de ses photos apparaissent dans le premier numéro du magazine Playboy, son éditeur Hugh Hefner ayant racheté les clichés pour 500 $. Cette audace permet la poursuite de la production du magazine et est à l'origine de son succès grandissant pendant les 2 décennies qui suivent. En juin 1962, peu de temps avant sa mort, Marilyn Monroe participe à une dernière séance de photos, plus tard dénommée The Last Sitting. Vie privée. Mariage. Marilyn Monroe a été mariée 3 fois, du 19 juin 1942 au 13 septembre 1946 avec James Dougherty. Du 14 janvier au 27 octobre 1954 avec Joe DiMaggio. Du 29 juin 1956 au 24 janvier 1961 avec Arthur Millet. Âgé de 16 ans, elle épouse en 1942 James Dougherty surnommé Jim le Vénard pour l'avoir épousé.
Elle le surnomme Daddy et se fait appeler bébé. Dans son enfance, Marilyn Monroe a manqué de tout, et, lorsque James s'engage dans la marine, elle s'effondre et se sent une nouvelle fois abandonnée. Elle déclare plus tard que ce mariage n'avait été ni heureux, ni malheureux. Cette première séparation n'est pour elle qu'une simple formalité. D'origine sicilienne, le champion de baseball Joe DiMaggio, le plus célèbre des années 1950, tombe sous son charme et divorce pour l'épouser en 1954. Leur histoire passionne l'Amérique entière. Mais l'amour qu'elle voue à son travail et à son public fait exploser le couple 9 mois plus tard. Même s'ils s'aiment encore, le tribunal l'accuse officiellement de cruauté mentale. Pour aimer, Marilyn Monroe a aussi besoin d'admirer. C'est le cas devant l'écrivain Arthur Millet qui est fasciné par elle. Après leur mariage en 1956, ce dernier change d'avis, et n'hésite pas à raconter sur elle les pires horreurs. C'est un monstre narcissique et méchant qui a pris mon énergie et m'a vidé de mon talent. Marilyn Monroe pense avoir trouvé le bonheur et l'équilibre auprès de lui, mais malgré tous ses efforts dont sa conversion au judaïsme, le couple se sépare en 1961. Sur le tournage du Milliardaire, Marilyn Monroe tombe sous le charme de son partenaire Yves Montand. Simone Signoret, la compagne de celui-ci, déclare « Si Marilyn est amoureuse de mon mari, c'est la preuve qu'elle a bon goût ». Montand finit par se lasser des sentiments pourtant sincères de l'actrice à son égard et revient vers Signoret. En 2017, Frida Hull, photographe et amie de la défunte star, affirma que Marilyn était tombée enceinte d'Yves Montand en 1960. L'actrice aurait demandé à Frida de garder le secret. La grossesse se termina cependant par une nouvelle fausse couche. Clark Gable symbolisa longtemps l'homme idéal pour Marilyn Monroe qui aimait imaginer que son père lui ressemblait. Durant le tournage des Désaxés, Gable ignora courtoisement le fait que l'actrice soit amoureuse de lui. Relation avec les Kennedy. Le 19 mai 1962, Marilyn Monroe fait sa dernière apparition publique importante, presque ivre, en chantant Happy Birthday, Mr. Président à l'occasion de l'anniversaire du président John Fitzgerald Kennedy au Madison Square Garden. La robe ultramoulante qu'elle porte à cette occasion a été vendue aux enchères en 1999 pour 1,3 million de dollars. Cette robe fourreau, en gaze de soie rose parsemée de 2500 strass, est devenue la robe la plus chère au monde, devançant celle que la princesse Diana portait pour danser avec John Travolta, vendue pour 222 500 dollars en juin 1997. Dès les années 1960, les relations de la star avec John Fitzgerald Kennedy et son frère Robert Kennedy ont fait l'objet de rumeurs. Ce n'est qu'en 1970 que ces relations sont confirmées, lors de la publication par Frank Carral du livre The Strange Death of Marilyn Monroe. Une autre amante de JFK, Judith Campbell, en a également fait état dans son autobiographie, publiée en 1977.